les amis. Avant de commencer, je passe un grand bonjour à Rodolphe du McDo de Trappes, qui est officiellement le premier abonné à m'avoir reconnu. Voilà, j'ai 750 abonnés, un peu moins. Donc il y avait une chance sur plusieurs millions que je me fasse reconnaître à l'extérieur de mon domicile. Donc ça m'a fait plaisir et Rodolphe, merci à toi. Bon, nous allons aujourd'hui parler de Ferrari, qui est le dernier film de Michael Mann, actuellement diffusé sur Prime Video, avec dans le rôle titre Adam Driver, et également Penelope Cruz et Shailene Woodley. Voilà, et Patrick Dempsey dans un petit rôle. Bon, avant toute chose, sachez que j'adore Michael Mann. C'est un cinéaste que je trouve fascinant, qui est un grand directeur d'acteurs et qui en même temps a une maîtrise formelle incroyable, qui met toujours au service de sa narration. Donc pour moi, c'est vraiment un cinéaste très 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 complet. Alors je suis plutôt fan de sa période, sa période, il en a fait à peu près toute sa vie, mais sa période polar, voire thriller. Donc je l'ai découvert avec son premier film, qui n'était pas un film, donc un téléfilm qui s'appelait Comme un homme libre, que j'avais vu au dossier de l'écran dans les années 80. Ça ne rajeunit pas. J'ai beaucoup aimé évidemment Le Solitaire avec James Caan. Évidemment Le Sixième Sens, évidemment Hit, comme la plupart d'entre nous. Révélation, qui était un thriller, mais effectivement en mode scandale médiatique. Bref, j'aime ce gars, voilà. Et puis Le Dernier des Mohicans, qui est l'un de mes films cultes. Tout ça pour vous dire que là, il se colle effectivement à l'exercice du biopic. Exercice qui, de nos jours, prend plutôt trois apparences de films. Vous avez le biopic qu'on ne fait plus tellement, surtout dans le cinéma américain, le biopic dit linéaire, classique, naissance, vie et mort, voilà, en ligne droite, avec parfois quelques petits flashbacks, mais voilà, c'est un type de film qui a quasiment totalement disparu. On en fait encore un petit peu en France, voire par exemple il y a quelques années le Clo-Clo qui était pas mal d'ailleurs. Le Dalida je l'ai pas vu, mais enfin voilà, on a des films plutôt, on va dire, classiques dans l'approche. Vous avez une deuxième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les biographies, les biopics impressionnistes, avec découverte de la personnalité racontée par petites touches, avec beaucoup de flashbacks, avec le présent, parfois le futur, enfin voilà. Ça fait un peu plus artiste, effectivement, il y a beaucoup de metteurs en scène qui préfèrent s'orienter là-dessus. Et puis troisième catégorie, celle qui nous intéresse, c'est la tranche de vie. Voilà, c'est une période précise dans la vie d'un personnage, plus ou moins longue. Et c'est ce qu'a choisi Michael Mann. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a choisi de mettre à l'écran, puisque le scénario n'est pas de lui, il est de Troy Kennedy Martin, un scénariste de renommée qui est décédé en 2009, je crois, à l'âge de 77 ans, qui a donc écrit ce scénario avant sa mort. Alors, là, pour le coup, on parle d'une tranche de vie, mais c'est une tranche à l'italienne, c'est de la charcuterie au laser. Parce que c'est une période très brève, située sur l'année 1957. Je pense que les événements racontés dans le film s'étalent pas sur plus de 2 ou 3 semaines, grand max. Donc c'est ce choix-là qui a été fait pour ce biopic par Michael Mann. Alors, je peux comprendre le choix de la période définie, parce que, ce qui est intéressant déjà sur le papier, j'entends, c'est que c'est une période où Ferrari connaît des difficultés, où sa société a des soucis. C'est une période où effectivement il a du mal à gagner des courses. C'est une période où il a la presse italienne qui commence un petit peu à être contre lui, puisque pas mal de pilotes meurent lors de ses essais ou même lors de courses. Et sur un plan personnel, il est en train de se séparer de sa femme, enfin il essaye en tout cas, puisqu'il entretient une maîtresse à qui il a fait un enfant. Voilà. Alors effectivement, sur le papier, et j'oubliais, excusez-moi, il vient de perdre son fils d'une vingtaine d'années, des suites de maladie, voilà. Son fils unique. Bon, effectivement, là on se dit, il y a matière, il y a des choses à raconter. Le souci, les gars, disons-le franco, c'est que je ne sais pas si c'est c'est une volonté assurément, puisque c'est à l'écran, mais je ne sais pas si c'est vraiment le film que Michael Mann espérait mettre en scène, mais au final,
il s'appesantit finalement sur les éléments les moins intéressants de tout ce que je viens de vous citer. Concrètement, voilà, on a l'impression qu'il y a un focus principal sur la vie, les déboires conjugaux d'Enzo Ferrari. Voilà. Et moi, quand je vais voir à la télé ou au cinéma, la vie racontée d'un tiers, j'ai besoin quand même d'avoir un minimum d'identification. Un minimum, hein, pas grand-chose. Et là, le problème, ces problématiques conjugales, je veux dire, ça me passe un peu au-dessus. Hein. Pensez donc, le gars, il a une légitime qui est jouée par Penelope Cruz. Hein. Il a une maîtresse qui est jouée par Shailene Woodley, un peu plus jeune. Et le gars a bien des soucis, mes amis. Et oui, oui, quelle charge mentale. Hein. S'occuper d'une maîtresse à qui il a acheté une maison, essayer de se séparer de sa femme, c'est un combat. Non, réellement, on s'en balèque. On s'en balèque, et alors même si effectivement ces déboires conjugaux ne sont en fait qu'un prétexte pour traiter finalement ce qui est un peu le cœur du film, à savoir l'angoisse d'avoir un héritier pour Enzo Ferrari, malgré tout, effectivement, on a droit à beaucoup de scènes entre lui et Penelope Cruz. Bon, Penelope Cruz dans un de ses rôles préférés, c'est-à-dire excusez-moi du mot, l'hystérique latina, bon, chose qu'elle fait très bien du reste, mais voilà, elle passe les 2h11 du métrage à faire la gueule ou à s'engueuler avec son mari. Et on a quand même beaucoup de scènes qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un parti pris. Il s'avère qu'au final, oui, comme vous l'avez lu dans pas mal de papiers, le film est finalement quelque chose d'assez intimiste, peut-être le film le plus intimiste de Michael Mann, ça c'est vrai. Une fois de plus, c'est totalement assumé. Alors c'est sûr, quand, comme moi, on s'attendait finalement à voir quelque chose de beaucoup plus peut-être spectaculaire, clinquant qui raconte effectivement la naissance d'un empire, etc. Bon, c'est sûr, si on s'attend à ça, on sera forcément déçu, ce qui est un peu mon cas. Et puis autre problématique, c'est que tous les soucis d'ordre pécunier relatifs à son entreprise, etc., sont très mal abordés. Pour être clair, on sait qu'il a besoin d'argent, mais on ne sait pas pourquoi. C'est pas très bien explicité tout ça. Voilà. On reste sur la surface des choses abordées. Donc, quoi vous dire? En plus, Ferrari est interprété par Adam Driver, qui porte bien son nom pour le coup. Et pareil, c'est totalement assumé visiblement, il le joue d'une façon glaciale. Alors est-ce que ça correspond à la réalité de ce qu'était Ferrari? J'en sais rien. Mais là, il joue un personnage tantôt glacial, tantôt complètement... quasi autiste par rapport à l'ensemble des gens qui s'agitent autour de lui. Il n'a qu'une idée en tête, c'est effectivement la réussite de son entreprise. On a vraiment l'impression, comme ça lui est reproché dans le film, qu'il se fout un peu de la vie de ses pilotes. Et les rares moments de convivialité qu'il partage avec soit ses pilotes, soit ses mécanos, etc., on a toujours l'impression qu'il est là sans être là. Alors bon, il est joué comme ça par Adam Driver, et je pense que c'est peut-être le souhait de Michael Mann de le représenter tel quel. Je sais pas, moi j'étais resté naïvement sur l'image qu'on en avait dans l'excellent Le Mans de James Mangold, où non seulement il était présenté comme quelqu'un de la personnalité rugueuse, mais quand même un peu chaleureuse, et il était même, on va dire, plutôt pas mal traité par rapport à Ford, dans le film, clairement. Et là, on a quelqu'un effectivement d'assez froid, glacial. Alors, en plus, Adam Driver s'est fait un look un peu particulier, c'est-à-dire qu'il a aucun maquillage. Le Ferrari, ça se passe en 57, Ferrari était censé en avoir 59 à l'époque à peu près. Mais on a un Adam Driver qui est totalement exempt de tout maquillage, toute prothèse. Pourquoi pas? Il a juste les cheveux blancs. Bon, alors c'est une fois de plus, ça peut être un parti pris, d'autant plus que ces actrices, pareil, ne sont absolument pas grimées comme des personnages de leur âge. Enfin, Penelope Cruz, je pense, elle doit jouer à peu près un personnage de son âge dans la vraie vie. Shailene Woodley, qui est sa maîtresse, on a l'impression qu'elle a 25 ans dans le film, elle ne doit pas être loin de cet âge-là du reste. Elle était filmée telle qu'elle, donc il y a comme ça des repères dans les vieillissements des personnages qui sont peut-être assumés, peut-être que Michael Mann dit fuck, moi l'histoire est plus importante que tous les artifices, les prothèses de nez, etc. Ou du de-aging comme a fait Martin Scorsese pour The Irishman.
Il se dit non, mon histoire est plus forte, j'ai pas besoin de maquiller, déguiser mes personnages. C'est une démarche effectivement voilà, volontaire et courageuse. Moi personnellement, ça me va bien. Ça me va bien, sauf que les amis, en même temps, il fait jouer des personnages italiens par des Américains, et ça j'ai rien contre, je veux dire, surtout dans notre époque où on nous martèle que n'importe qui peut jouer n'importe quoi, donc j'ai pas de débat là-dessus. Mais pourquoi faire jouer des acteurs américains en anglais avec un accent italien? Non mais je me pince encore, on est en 2024, on a encore droit à des acteurs américains qui imitent l'accent italien, mais c'est une pratique du vieil Hollywood, que je raconte du vieil Hollywood, de Hollywood grabataire, quoi. En 2024, on a encore droit à ça, quoi. Mais mais c'est complètement ringard. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, écoutez, je sais que les Américains détestent les sous-titres. D'ailleurs, les films européens qui sortent là-bas sortent en général dans 10 salles à New York, arrivent parfois à créer un petit engouement, et la presse en parle, mais généralement, en termes de box-office, c'est toujours assez neutre. Alors, ils n'aiment pas les sous-titres, et ils ne font pas non plus de doublage. Voilà, ils sont pas doués, ça n'a jamais été leur histoire, ils ne font pas de doublage. Donc en fait, ça je peux l'entendre, mais pourquoi faire jouer ces acteurs américains avec des accents? Je vous cite 12 000 exemples. Et contre-exemple, voir le Napoléon de Ridley Scott, où Joaquin Phoenix ne joue pas avec un pseudo-accent français. D'ailleurs, je pense que si Ridley Scott lui avait demandé ça, il l'aurait envoyé bouler. Donc bref, c'est à la fois un film qui prend le parti, clairement, de l'austérité, qui est parfois même morne, voire funèbre, hein, oserais-je dire, et en même temps, alors, on se dit c'est un parti pris courageux qui me convient pas personnellement, mais je respecte l'audace de l'angle, mais en même temps, on a droit effectivement à ces clichés hollywoodiens qui sont, mais c'est ridicule. Et pourtant, la reconstitution des costumes est magnifique, voilà, les costumes taille large, les pantalons bien remontés avec les bretelles, etc. Enfin, on est vraiment dans une ambiance visuelle assez bien reconstituée. Et puis on a ces mecs qui parlent avec un accent. Ma, pourquoi? Ma, why do you tell me? Putain. Donc, bref, il y a effectivement... il y a deux films qui deux films qui s'affrontent, hein, le côté, le projet personnel de Michael Mann, et puis peut-être des pressions de producteurs qui l'ont obligé à travailler comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un film où les gens, on va dire, on accepte le fait qu'ils sont des Italiens, ils parlent américain, mais enfin ils parlent anglais, et faisons comme s'ils parlaient italien, et on s'en fout. Mais arrêtez avec ces accents. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que moi c'est pas un film que je mettrais dans les bons films de Michael Mann, c'est pas non plus un mauvais film, mais c'est un film quand même à minima très particulier. Voilà, comme je vous le disais, ce qui intéresse Michael Mann, c'est essayer de rentrer dans la psyché du personnage, sauf que le problème, c'est que le jeu tellement comme ça austère et neutre presque d'Adam Driver ne laisse rien transparaître. C'est-à-dire que s'il s'agit de percer une énigme, au final, écoutez, on retourne à la case départ, on n'a rien appris sur le personnage. On n'a rien compris de ses problèmes, de ses déboires financiers. Sa situation personnelle, j'ai envie de dire, on s'en bat un peu l'ec, problème de riche, ouais, j'ai une maîtresse, je vais payer une maison, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc finalement, on n'a aucun biais par lequel on peut approcher un tant soit peu et comprendre ce personnage, qui reste effectivement... complètement fermé du début à la fin du film. Alors, il reste, le meilleur pour moi, ce sont effectivement les séquences qui mettent en scène les belles voitures rouges de l'ami Ferrari, et en cela c'est une réussite, mais ça pèse pas plus de 4 à 5% du métrage, et encore je suis généreux, les 2% peut-être des images à l'écran comportent des scènes avec des voitures. Alors c'est très bref, c'est pas ce qui intéresse Michael Mann, on l'a compris, mais c'est pas pour autant qu'elles sont bluffantes. Il y a un parti pris pour ce qui est des voitures qui est assez différent de ce qu'on voyait dans Le Mans 66 de James Mangold, où là effectivement il y avait quand même la voiture était montrée comme une source d'aventure, d'excitation et aussi d'aléas mécaniques. Dans Ferrari, ce sont des machines de mort, quoi, littéralement. C'est le film, il montre deux scènes d'accident, dont une, mais qui est horrible, quoi. J'ai jamais vu un truc aussi choquant dans un film destiné a priori au grand public.
Alors avec des effets spéciaux numériques, certes, mais c'est vrai que ça vous met un choc quand même, quoi. C'est-à-dire que vous avez une espèce de sensation de réalité augmentée, puisque vous voyez un film en cinémascope, vous voyez cette scène d'accident avec dommages collatéraux de spectateurs qui à l'époque se mettaient quasiment sur le bord de la route, alors avec des effets numériques extrêmement bien faits, mais c'est assez troublant. Vous voyez, quand on voit des images d'archives, il y a toujours le filtre soit du noir et blanc, soit du grain de l'image un peu pourri, soit voilà, du cadrage un peu qui fait documentaire. Donc on a une espèce de protection. Là, on a le sentiment, avec ces scènes de voiture, d'une espèce de réalité augmentée. Lors de ce fameux accident, vraiment, dont les conséquences tiennent du film d'horreur, hein, vraiment. On a la course, effectivement, cette fameuse course des 1000 liguas, je crois, les 1000 lieues, course sur des routes de campagne standard qui traversaient toute l'Italie. Et il réussit vraiment à chaque plan à nous montrer la menace de mort qui pèse sur ces pilotes. Sur des scènes des fois banales, hein, une sortie de route à flanc de colline, sur de l'herbe, avec des pilotes qui s'en sortent, mais c'est filmé de telle façon qu'on a l'impression qu'il peut se passer quelque chose de dramatique à tout moment. Donc pour ça, je lui sais gré. C'est dommage que c'est pas le fond du film, c'est pas ce qui l'intéresse réellement. Et ce qui l'intéresse finalement, Michael Mann dans le film est mal géré parce que voilà, le personnage reste aussi opaque à la fin du film qu'au début. Voilà les amis, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Libre à vous de le voir, libre à vous évidemment d'aimer ce film qui a au moins le mérite d'être particulier. C'est ce que je pourrais en dire. C'est loin d'être un navet. Pour moi, effectivement, c'est meilleur que Ennemi public sur Dillinger, le film avec Johnny Depp, qui était vraiment où c'est le premier film de Michael Mann où je me suis emmerdé. Voilà, c'est pas pire que Hacker, hein, qui était un mauvais Michael Mann, mais quand même un assez bon thriller. Donc là, on a quelque chose qui me laisse le sentiment qu'on est passé à côté peut-être d'un très grand film. Au final, bah écoutez, vous jugerez, c'est sur Prime depuis quelques jours. Voilà les amis. Je vous dis à plus, allez au cinéma, ciao!